Si une bonne partie des fondements culturels du Japon sont venus de Chine et de Corée, c'est aux puissances occidentales que furent empruntés un grand nombre de modèles et d'institutions lorsque le pouvoir de l'empereur fut rétabli en 1868. Les Japonais mirent alors un terme à un très long isolement du reste du monde, ils se virent volontiers tenir le rôle du blanc de l'Asie, et c'est sans complexe qu'ils battirent les Russes à Port Arthur en 1905 et les Américains à Pearl Harbor en 1941, tout en se constituant eux aussi un bel empire colonial. La reddition sans condition de 1945 laissa donc à beaucoup un goût amer et un sentiment ambivalent vis-à-vis de l'Occident. Le Japon, c'est un pays de montagnes. 80-85% de terrain sont des montagnes et des volcans. Donc, il y a des tremblements de terre tous les jours, partout. Il y a des typhons, il y a une saison de pluie. Il y a même quand il y a des tremblements de terre ailleurs, plus loin, il y a des tsunamis. Donc, toute l'année, il peut y avoir des catastrophes naturelles qui peuvent détruire tout ce qu'on a construit. Et quand c'est détruit, il faut faire face tout de suite. On ne va pas abandonner, on ne va pas pleurer. Il faut compenser l'insécurité naturelle dans laquelle vit le Japon par une grande sécurité dans le plan de la vie sociale et professionnelle. Alors sur le plan de la vie professionnelle, ça veut dire que vous avez en face de vous des interlocuteurs d'un professionnalisme absolu. Ils sont sérieux, ils ont amassé énormément d'informations sur vous et d'une certaine façon, ils vont vous pousser le plus possible à vous mettre à leur niveau. Et en même temps, beaucoup de contraintes et l'inscription de toutes les relations, au moins au départ, dans un code très balisé et très défini à l'avance. Il faut apprendre à réagir en fonction de la position sociale. Et nous, là où on aura l'impression d'être poli et courtois, quoi, donc on sera mal élevé. Arrivent deux personnes, un homme directeur en pleine force de l'âge et une vieille dame âgée, les deux avec un bagage, on va évidemment porter la valise de l'homme. Au Japon, votre propriétaire vous rend service, vous êtes son hôte et son obligé, quoi. Donc vous êtes là encore dans une relation un peu féodale. Enfin, les Anglais, pour parler de propriétaire, appellent ça un landlord, quoi. Et on est tout à fait au Japon dans cette relation, donc votre propriétaire vous rend service, quoi. Vous rend service de manière presque bénévolente. Alors vous lui donnez une petite compensation sous forme de loyer, mais vous arrivez, vous devez lui faire un cadeau pour commencer, quoi. Il faut prendre du temps pour vraiment savoir ce que pense un Japonais, pour être sûr de parce qu'il vous dira oui, parce que la société lui demande, l'a habitué à dire oui, mais en fin de compte, il pense non, et il faut prendre du temps pour être sûr que son oui n'est pas uniquement une adhésion de façade. Il y a différents niveaux de langage. Un homme et une femme n'emploient pas le même vocabulaire. Un occidental qui va apprendre le japonais avec sa femme japonaise, après il ne pourra pas utiliser son japonais dans la vie courante parce qu'il aura appris le japonais des femmes. Donc on est dans un niveau, là encore, extrêmement codifié et hiérarchisé, c'est-à-dire où l'homme est au-dessus et la femme est en dessous. Il y a différentes façons aussi en japonais de dire, par exemple, je te donne, selon qu'on donne à un supérieur, à quelqu'un qui est son égal ou à quelqu'un d'inférieur, comme à ses enfants. La femme, quand on donne à sa femme, on donne comme si on donne à ses enfants, quoi. Donc on est là encore dans une différence des rôles, des comportements, des langages extrêmement marqués, quoi. Quand on a quelque chose de vraiment bien qui peut faire envier, qui peut blesser, qui peut rendre triste les autres parce qu'ils n'ont pas, c'est considéré comme mal de montrer. Quand vous enfreignez le code, vous pouvez avoir en face de vous des gens très brutaux et j'allais dire presque très violents, quoi, hein, et ça, il faut le savoir, quoi, hein.
Un Japonais ne vous invitera jamais chez lui. Normalement, c'est exceptionnel que d'aller chez quelqu'un. Il vous invitera au restaurant, mais surtout pas. Le chez lui est quelque chose de privé et il n'y a pas d'interférence entre la sphère privée et la sphère publique. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas vouloir... vous savez que la femme de votre collègue est malade. Prendre des nouvelles de la femme du collègue, c'est mal élevé. C'est mal élevé parce que vous intervenez dans la sphère privée. On n'a pas de vie de famille et de vie de couple. Monsieur a la vie avec sa société, y compris les loisirs. Les loisirs seront les loisirs organisés par la société. Madame aura donc sa vie avec le quartier. Les enfants, eux, auront toutes leurs activités par le biais de l'école. L'éducation d'un Japonais est faite par l'école et non pas par la famille. Les professeurs oui, corrigent, presque humilient les élèves, oui, donc les rabaissent, leur disent qu'ils ne sont pas bons. Mais à contrario, si un élève ne réussit pas, c'est le professeur qui prend ça comme une offense personnelle. En se disant, je n'ai pas été un bon professeur, c'est jamais l'élève a été mauvais. Voilà, donc ce qui fait qu'on ne redouble pas au Japon, on se doit parce que ça voudrait dire que le professeur n'a pas été bon. Voilà. Le fait d'être élevé par l'école fait qu'ils vont tous passer par le même moule. Et donc c'est un système qui ne va pas chercher à développer leur personnalité, mais qui va chercher à les rendre aptes à vivre en société et à réagir de manière à ce que la société soit contente de leur comportement. Voilà, monsieur apporte son salaire en fin de mois complètement à sa femme, et sa femme lui reverse une allocation pour vivre, pour ses menus plaisirs. Elles sont des épicuriens, alors ils souffrent beaucoup dans la journée, mais le soir il y a une espèce d'immense libération, de recherche de joie de vivre. Enfin, c'est quand même un pays où on sait faire la fête, où on accepte l'ivresse. Enfin, il n'y a pas du tout de stigmatisation du fait de boire, et justement l'alcool permet de dire des choses qu'on ne peut pas dire dans une situation normale. Il y a une vérité qui peut être dite sous alcool qu'on ne peut pas dire autrement. Il faut recréer un lien quasi familial. Donc il y a, y compris entre Japonais d'ailleurs, l'importance du golf. Il y a avec les étrangers tout ce qui est l'après-réunion de travail, autour d'un repas qui n'en finit pas, éventuellement dans les bars de nuit de la ville sans fin qui est Tokyo, où il y a un nombre illimité de bars, d'occasions de faire la fête, de plaisir. Et donc on est en permanence dans cet entre-deux entre le professionnel et l'extra-professionnel. Les Français se considéraient comme des gens qui sont élégants, qui ont une certaine culture, qui ont beaucoup d'idées pour créer de belles choses. Voilà, dans ce sens-là. Alors que les Allemands, par exemple, sont considérés beaucoup plus comme scientifiques, industriels, et les Anglais et les Hollandais, par exemple, beaucoup plus commerçants. Italiens et également les créateurs. Les Japonais nous considèrent comme nous considérons les Italiens. Ils sont vraiment conscients de la douceur et puis la qualité de la vie qu'on peut avoir. Et c'est peut-être quelque chose que les Japonais n'ont pas, ou s'ils avaient, s'ils appréciaient, je pense que c'est comme si il ne fallait pas, voilà, comme si c'était considéré comme mal. Le Français qui arrivant au Japon et dans sa relation avec les Japonais laisserait de côté tout ce qui relève du fantasme français positif vu par un Japonais, c'est un Français qui va décevoir. Donc il faut conserver
ce côté esthète, ce côté un peu rebelle, sans excès, hein, ce côté créatif, ce côté ami des bonnes choses à manger, à boire, ça c'est extrêmement important. Par contre, laisser de côté autant que faire se peut tous les défauts qui nous sont attribués, notre arrogance, notre sous-professionnalisme, parfois nos qualités d'improvisation brillantes, mais on découvre assez vite qu'elles débouchent sur du vent. Là, le japonais, si vous êtes capable de laisser ça de côté, et donc d'avoir une démarche un peu modeste sur ce plan-là, être capable de l'écouter, le japonais va certainement être interloqué dans un premier temps, mais vous allez l'intéresser. Dans la rue, dans l'ascenseur, dans n'importe où. On se parle plus facilement par rapport à japonais. Bien sûr, des Américains se parlent beaucoup plus facilement que des Européens, Français, mais par rapport aux Japonais qui ont certains niveaux de réserve mentale, de vue japonais, quand même, les Français se parlent plus facilement. Et c'est une chose très agréable. Les Français mettent beaucoup d'importance, beaucoup de valeur sur la culture, qui est fruit, hein, qui sont des fruits de l'histoire, longue histoire. Alors chez les Japonais, c'est pareil. Quand même, la tradition, c'est quelque chose de très important chez les Japonais. Et donc, on essaie toujours de garder cette tradition et influencer vers évolution sociale et économique. Ça, je pense que c'est le point commun. Donc, les Japonais se sentent très bien. C'est cette notion de valeur des Français sur la culture. Alors, ce qui sont difficiles quand les Japonais travaillent avec les Français, c'est la notion de temps, notamment la notion de calendrier, c'est-à-dire surtout le délai de travail. En France, quand on dit oui, on fait tout de suite, ça peut être, selon mon expérience, ça peut être tout de suite, immédiat, ça peut être dans une demi-heure, ça peut être dans une heure, voire. Alors qu'au Japon, quand on dit tout de suite, c'est vraiment tout de suite. Donc je garde encore cette notion, et parfois je peux avoir un malentendu avec les Français, parce que si on dit oui, on fait tout de suite, je me lève tout de suite. Alors que pour les Français, non, on finit son verre, on finit son café, et puis on finit la discussion, et puis on démarre. C'est vrai qu'en revenant en France, on redécouvre l'à peu près, quoi. C'est-à-dire le fait que dans une prestation, une relation de travail, tout est fait à 95% et il manque les 5% qui font la différence japonaise. Donc il faut réintégrer toute cette agilité, c'est à peu près français. Donc il faut se remettre en situation de légère insécurité relative, si je puis dire. La première chose, c'est que c'est la légèreté de promesses orales chez les Français. Parce que promesse, engagement, c'est l'écrit. L'importance, les Japonais ne comprennent pas cette importance d'engagement en écrit. Presque tous les Japonais que je connais, et moi-même au départ, étaient étonnés d'être coupé mon parole. Dans la discussion, dans la réunion, par exemple, où il y a plusieurs personnes. Alors, pour les Japonais, c'est manque de respect des autres. C'est quelque chose qui amène une inefficacité de la réunion. Alors, c'est ce que j'ai appris après, c'est qu'à l'école en France, les gens sont éduqués
comme s'il faut vraiment dialoguer de manière spontanée les uns et les autres. Ça, quelque chose que les Japonais ne sont pas pratiqués, ne sont pas éduqués. Quand je vois les Français qui ne sont pas aussi précis, aussi stricts, pour moi, ça peut être des défauts. En même temps, je me dis, peut-être ça peut être une qualité si on considère que ce sont des gens peut-être assez décontractés, assez cool. Les rendez-vous que j'ai pris avec les Français ont été annulés au dernier moment. Les Français disent que, écoutez, Monsieur Nagata, je vous propose de décaler ce rendez-vous puisque même si on rencontre aujourd'hui, ce n'est pas efficace puisque la situation n'est pas encore mature. Si je prends de manière bonne, de manière positive de cet argument, c'est la flexibilité des Français qui adaptent par rapport à changement de contexte et de la situation. Par contre, les Japonais, une fois que c'est décidé, noté, donc ça ne bouge pas. Ça, c'est vraiment un décalage culturel que les Japonais ont du mal à gérer ces choses-là. Pour obtenir un rendez-vous au Japon, d'abord, le Japonais va demander quel est l'interlocuteur que vous voulez m'imposer. Et donc, la première étape, c'est envoyer un CV extrêmement détaillé qui va permettre à votre interlocuteur japonais de le situer dans sa hiérarchie et de voir où est-ce qu'il se place dans son ordre hiérarchisé, et à partir de là, de déterminer le bon interlocuteur au sein de son administration, de son entreprise, de sa bureaucratie. Autre élément, là encore, de réducteur d'insécurité, il va falloir que vous lui précisiez l'ensemble des points que vous voulez aborder avec son supérieur hiérarchique, et puis, à la limite, même les thématiques, la manière dont vous voulez aborder ces différentes thématiques, les solutions que vous voulez proposer, éventuellement les points d'accord, de façon à ce que l'entretien qui se déroule soit le plus balisé possible et que tout soit inscrit à l'avance. Dans l'entreprise, c'est ce qui est décrit par Amélie Nothomb, quand elle raconte qu'on lui a fait faire toutes les humiliations, mais c'est parce que c'est sa première année. On doit être le plus faible, celui qui fait les corvées et tout. Et après, l'année suivante, il y aura quelqu'un d'autre qui passera. Et on deviendra au contraire quelqu'un qui forme, et donc qui former veut dire aussi apprendre à être humble, apprendre à supporter les brimades. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas les gens qui changent de société. Chez les Japonais, ce qui se passe, c'est que dès le départ, tous ceux qui seront impliqués dans l'exécution ont le droit, si vous voulez, de participer dans la prise de décision. C'est une notion de hiérarchie participative. Il n'y a pas vraiment une définition de fonction ou de la responsabilité sur chacune des personnes. Il y a tout le monde qui marche dans le même sens, dans le même mouvement, avec les mêmes valeurs. S'il y a un Français qui va au Japon, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée, il faut être précis. Voilà, je développe. Et si on dit qu'on va faire ça, qu'on fait, il faut le faire. Si on change d'avis, on a le droit de changer d'avis. Ça arrive à tout le monde, à tout moment. Il faut prévenir. C'est parce que si on ne fait pas, on est considéré tout de suite comme non fiable. Adopter une attitude modeste, réservée, et se plier aux règles. C'est-à-dire qu'un Japonais n'est pas volubile et sera gêné par un excès tous les excès de comportement, rire trop fort, parler trop fort, dévisager. Donc je pense qu'il faut là se plier à ce comportement japonais qui est se mettre en retrait dès le début. Donc, les grossièretés
qu'on fait au Japon, dans la vie quotidienne, dans la vie privée, sont très très souvent et facilement pardonnés par les Japonais. Parce que on sait qu'on n'a pas les mêmes manières en Occident qu'au Japon. Et c'est pris avec une certaine tendresse. Par contre, dans le travail, il faut faire très attention. Je ne parle pas de comment il faut recevoir la carte de visite, comment il faut donner, comment il faut s'asseoir, comment il faut saluer. Ce sont des choses qu'on peut apprendre au fur et à mesure. Et on sait pertinemment qu'il y a toute une différence entre ces peuples. Donc finalement, on dit toujours oui, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça, mais ce n'est pas si important que ça. Mais ce qui est vraiment important, c'est par exemple ne pas arriver en retard, ne pas oublier certaines choses, garder tous les éléments, tous les dossiers, faire le suivi, ne pas aller voir une entreprise une fois et rentrant en France, oublier par exemple, toujours, même si on sait que on va peut-être pas avoir une relation de travail rapidement, ou peut-être jamais, mais il ne faut jamais laisser tomber, parce que c'est le pire de impolitesse. C'est une espèce de découvert mutuel de chacun des pays à travers les comportements et les paroles de son partenaire. Ça, c'est un point très important, je trouve. Comme ça, on peut discuter plus profondément, de manière objective, mais de manière positive, les différences culturelles. Alors je pense que le premier conseil, c'est la modestie. C'est vrai que d'abord, parce que ne serait-ce que pour nouer une bonne relation professionnelle ou extra-professionnelle, c'est toujours bien d'être un peu modeste, ne serait-ce que tactiquement. Et c'est vrai que le français, en plus, a sa réputation d'arrogance. Donc, de se placer en situation modeste ne fait jamais de mal. Et puis aussi parce que on a beaucoup à apprendre au Japon. Enfin, on a beaucoup à apprendre sur le plan professionnel, technologique, et ça, tous les industriels qui investissent au Japon investissent pour être confrontés au plus haut niveau d'exigence possible de la part de leurs clients ou de la part de leurs consommateurs, mais y compris on a beaucoup à apprendre aussi en matière de vie sociale, de capacité à vivre ensemble, de politesse absolue, de gentillesse au moins apparente dans la relation. Donc il faut accepter de se placer en position d'élève. Donc soit modeste et soit curieux, hein, puisqu'il faut savoir ce que le maître japonais veut dire. Donc ça, je pense que ça serait mon premier conseil. Le deuxième, c'est d'être patient. Il y a un proverbe japonais qui dit « si tu es pressé, fais un détour ». Et donc il faut accepter du temps pour comprendre l'autre. Faire des choses à long terme, avec une patience, même si sur le moment on pense que ça va peut-être rien donner, mais faire ça avec patience et puis ne pas laisser tomber, toujours être là, c'est très très important pour les relations avec les Japonais. La relation amicale, la chaleur interpersonnelle, elle ne suppose pas forcément de tout savoir, que tout soit bien défini. Les Japonais sont des adeptes de la logique floue, c'est-à-dire qu'entre 0 et 1, il y a une infinie de possibilités. Donc il faut savoir rester un peu en dedans de ce qu'on va vouloir exprimer vis-à-vis d'autres et ce qu'on va attendre de lui. Le japonais, il y aura toujours une distance importante, donc on peut essayer de la réduire, mais c'est-à-dire les Occidentaux sont souvent un peu comme des mouches qui voient la lumière de l'autre côté de la vitre. Et donc, ils voient la lumière, donc ils vont vouloir foncer, et puis à un moment, ils vont se cogner sur si je puis dire, la vitre japonaise.
far